Le froid mordant de l'aube parisienne s'infiltrait sous la porte, traçant des arabesques glacées sur le carrelage usé. Dehors, la banlieue s'éveillait dans un souffle métallique de bus et le murmure lointain du RER. Et Yann Dubois, 42 ans, avait déjà le goût amer du café bon marché sur la langue et le poids des heures à venir dans les épaules. Ses mains, noueuses et rougies par des années de javel, serraient une petite figurine d'oiseau en bois, sculptée grossièrement par son fils. C'était son talisman, chaud contre sa paume. Un rappel de ce pourquoi elle se levait chaque jour, avant même que les étoiles ne s'éteignent. Elle se souvenait encore de cette nuit-là. La toux sèche de sa petite fille qui déchirait le silence de l'appartement, la fièvre qui montait, inarrêtable. À la clinique La Lumière, on lui avait souri d'un air contrit. Pas de dossier, pas de moyens, pas de place. Le souvenir de cette humiliation, de l'impuissance qui l'avait glacé jusqu'aux os, était une cicatrice invisible. Toujours à vif. Ses enfants, c'était sa ligne rouge, sa seule et unique. Jamais elle ne les mettra en péril. Jamais. Si des histoires comme celle-ci ne peuvent pas se perdre dans l'obscurité, restez avec nous sur Récits qui touchent l'âme. Appuyez sur Suivre maintenant avant que le prochain tournant ne vous échappe. Elle traversait Paris comme une ombre. Des cités grises autour de verres scintillantes. Un monde de contrastes violents. Son royaume, c'était le silence des moquettes épaisses et le miroitement impeccable des marbres. Elle connaissait chaque recoin des bureaux du groupe de la Croix, un empire tentaculaire qui façonnait la ville, les esprits, les fortunes. Armand de la Croix, le magnat, l'homme derrière ce monde de luxe ostentatoire, était une légende vivante. Pour elle, il n'était qu'une silhouette lointaine, le propriétaire du désordre qu'elle devait ranger. Eliane avait cette faculté étrange, forgée par l'invisibilité. Tout voir sans être vu. Chaque objet déplacé. Chaque document sur un bureau, chaque éclat de voix étouffé, son œil captait l'anomalie. Sa mémoire photographique enregistrait le détail. C'était une compétence qu'elle n'utilisait jamais vraiment. Juste une gymnastique silencieuse de l'esprit, une façon de survivre à l'ennui et à l'effacement. Elle était le fantôme des couloirs, la gardienne silencieuse des secrets que d'autres laissaient traîner. Un matin, alors qu'elle nettoyait le bureau personnel d'Armand Delacroix, une question innocente, presque une supplication, lui échappa des lèvres. La voix tremblante, le regard fixé sur les restes d'un somptueux petit-déjeuner d'affaires, elle murmura « Puis-je prendre les restes pour mes enfants ?» La réponse, sèche et sans attelle, d'une assistante pressée. « Madame Dubois, vous savez que c'est contre le règlement. » Le ton était définitif, la hiérarchie implacable. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Un éclat métallique, une lueur sous une pile de journaux financiers, attira son regard. Un médaillon, gravé d'un motif complexe, était tombé du revers d'une veste jetée négligemment sur une chaise. Un objet qui ne collait pas avec l'ordre méticuleux habituel. Elle le remet à sa place, sans y penser, mais l'image s'incruste. Ce même jour, alors qu'elle vidait une corbeille à papier, elle aperçut un bout de papier chiffonné, à moitié déchiré, avec juste quelques chiffres et un mot manuscrit. Lumière. La clinique. Le sang lui glaça les veines. Pourquoi ce nom dans les poubelles du magnat Delacroix? Était-ce une coïncidence ou le premier fil d'une toile bien plus sombre? L'air ambiant, habituellement aseptisé, semblait soudain chargé d'une tension nouvelle, d'un parfum d'eau de javel qui, pour la première fois, ne masquait plus l'odeur du danger. Le mot « lumière » résonnait en elle, une dissonance stridente dans le silence ouaté des bureaux. Ce n'était plus seulement le nom de la clinique qui avait brisé son cœur, mais un fil ténu et dangereux qui semblait relier sa propre douleur à l'opulence glaciale du groupe Delacroix. Chaque jour, ses gestes de nettoyage devenaient plus qu'une routine. Ils étaient une danse silencieuse d'observation, ses yeux balayant chaque surface, chaque recoin,
à la recherche de la moindre anomalie. Elle ne cherchait pas. Elle laissait simplement son esprit de détective, forgé par l'invisibilité, capter les indices que d'autres ignoraient. Les murs de verre et d'acier du groupe de la Croix cachaient un labyrinthe. Elle avait remarqué une porte de service, discrète, presque invisible, au fond d'un couloir rarement emprunté, menant à une aile secondaire. Jamais personne ne l'utilisait pour les livraisons habituelles. Pourtant, certains soirs, une camionnette noire, sans aucun logo, s'y garait, ses phares à peine visibles dans la ruelle étroite. Des hommes en costume sombre entraient et sortaient, portant des mallettes métalliques. Le bruit feutré de leurs pas, le claquement sec des serrures, tout était trop organisé, trop silencieux pour être anodin. C'était un ballet secret, répété avec une précision militaire qui ne collait pas avec l'image publique d'un empire médiatique. Elle sentait le parfum âcre de l'essence se mêler aux effluves des produits d'entretien, une odeur de secret. Un après-midi, alors qu'elle remettait en place des dossiers dans le bureau d'un cadre supérieur, son regard fut attiré par un rapport financier. Une ligne, presque noyée dans une mer de chiffres, mentionnait un investissement conséquent dans Clinique La Lumière SA. SA, société anonyme. Le sang d'Eliane se glaça. La clinique qui avait rejeté sa fille, qui l'avait humiliée, était donc une filiale de cet empire. Pas un simple client, mais une pièce maîtresse du puzzle. C'était une révélation déchirante, la preuve que la machine qui l'avait broyée était la même que celle qu'elle côtoyait chaque jour, sous les mêmes toits, respirant le même air climatisé. Le médaillon qu'elle avait vu sur la veste d'Armand de la Croix, celui qu'elle avait remis en place, elle le revit, non pas sur lui, mais sur la cravate d'un de ces hommes qui utilisait la porte dérobée. Le même motif complexe, une sorte d'aigle stylisé, un signe d'appartenance. C'était un détail infime, un murmure visuel, mais pour Eliane, c'était le fil qui reliait l'homme puissant, le système et la clinique. Elle commença à se demander si cette porte dérobée n'était pas un simple accès secondaire, mais une artère vitale pour des opérations moins transparentes. Elle réalisa alors que l'injustice n'était pas seulement le fait d'un manque de moyens, mais une décision délibérée, une architecture du pouvoir conçue pour exclure les invisibles. Le murmure du système, jusque-là inaudible, devenait un bourdonnement assourdissant. Chaque clic de clavier, chaque son de photocopieuse, chaque conversation étouffée derrière les portes closes prenait une nouvelle signification. Elle était au cœur de la bête. Et la bête avait des tentacules qui s'étendaient jusqu'à la santé de ses enfants. Le froid de Paris semblait désormais s'être glissé à l'intérieur des murs. Un froid qui n'avait rien à voir avec la météo. Son cœur battait un rythme étrange, un mélange de peur et d'une détermination nouvelle. Elle était la gardienne silencieuse de leurs secrets. Mais désormais, elle voyait au-delà des poussières et des taches. Elle voyait l'ombre grandissante d'une vérité inavouable. La question n'était plus si elle devait agir, mais comment. Comment une femme invisible, armée de rien d'autre que son regard, pouvait-elle affronter un empire? Le silence des couloirs, autrefois son refuge, devenait un complice. Et elle, Eliane, ne voulait plus être complice. Elle commença à retenir les plaques d'immatriculation des camionnettes, les horaires précis des allées et venues. Elle traçait des cartes mentales des itinéraires les plus discrets, des recoins où les caméras de sécurité ne portaient pas. Son esprit, habitué à mémoriser les moindres détails des tâches ménagères, se tournait désormais vers une cartographie de la subversion. Elle sentait le poids de cette nouvelle connaissance, une charge lourde qui contrastait avec la légèreté de son rêve de boulangerie. Ses enfants, toujours ses enfants. Si elle ne les mettrait jamais en péril, elle ne pouvait pas non plus laisser cette pourriture les atteindre. La nuit, les images de la clinique La Lumière se mêlaient aux visages des hommes en costume, aux serrures des mallettes, aux motifs de l'aigle. C'était un puzzle macabre, et chaque pièce qu'elle découvrait rendait le tableau plus terrifiant. Elle se sentait minuscule face à cette machine, mais une étincelle s'allumait en elle, une étincelle de colère, de justice. Et cette étincelle
Elle le savait, était capable de consumer bien plus que de la poussière. Elle n'était plus seulement Eliane, la femme de ménage. Elle était Eliane, celle qui voit. Et ce qu'elle voyait, personne d'autre ne le voyait, ou ne voulait le voir. Mais le système, lui, la voyait-il? Le murmure du système, jusque-là inaudible, devenait un bourdonnement assourdissant. Chaque clic de clavier, chaque son de photocopieuse, chaque conversation étouffée derrière les portes closes prenait une nouvelle signification. Elle était au cœur de la bête, et la bête avait des tentacules qui s'étendaient jusqu'à la santé de ses enfants. Le froid de Paris semblait désormais s'être glissé à l'intérieur des murs. Un froid qui n'avait rien à voir avec la météo. Son cœur battait un rythme étrange. Un mélange de peur et d'une détermination nouvelle. Elle était la gardienne silencieuse de leurs secrets. Mais désormais, elle voyait au-delà des poussières et des taches. Elle voyait l'ombre grandissante d'une vérité inavouable. La question n'était plus si elle devait agir, mais comment. Comment une femme invisible, armée de rien d'autre que son regard, pouvait-elle affronter un empire? Le silence des couloirs, autrefois son refuge, devenait un complice. Et elle, Eliane, ne voulait plus être complice. Elle commença à retenir les plaques d'immatriculation des camionnettes, les horaires précis des allées et venues. Elle traçait des cartes mentales, des itinéraires les plus discrets, des recoins où les caméras de sécurité ne portaient pas. Son esprit, habitué à mémoriser les moindres détails des tâches ménagères, se tournait désormais vers une cartographie de la subversion. Elle sentait le poids de cette nouvelle connaissance, une charge lourde qui contrastait avec la légèreté de son rêve de boulangerie. Ses enfants, toujours ses enfants. Si elle ne les mettrait jamais en péril, elle ne pouvait pas non plus laisser cette pourriture les atteindre. La nuit, les images de la clinique La Lumière se mêlaient aux visages des hommes en costume, aux serrures des mallettes, aux motifs de l'aigle. C'était un puzzle macabre, et chaque pièce qu'elle découvrait rendait le tableau plus terrifiant. Elle se sentait minuscule face à cette machine, mais une étincelle s'allumait en elle, une étincelle de colère, de justice. Et cette étincelle, elle le savait, était capable de consumer bien plus que de la poussière. Elle n'était plus seulement Eliane, la femme de ménage. Elle était Eliane, celle qui voit. Et ce qu'elle voyait, personne d'autre ne le voyait, ou ne voulait le voir. Mais le système, lui, la voyait-il? Chaque matin, la même routine de nettoyage devenait une mission de reconnaissance silencieuse. Ses yeux, d'une acuité insoupçonnée, scannaient les bureaux, les salles de réunion, les archives. Elle avait remarqué une chose étrange. Certains documents, toujours dans des enveloppes de papier craft scellées à la cire rouge, n'étaient jamais manipulés par les assistants habituels. Ils apparaissaient et disparaissaient des bureaux des cadres supérieurs, toujours portés à la main par les hommes du médaillon à l'aigle, ceux de la camionnette noire. Le bruit sec de la cire qui se brisait résonnait dans son imagination, un son de secret inviolable. Ces enveloppes n'étaient pas des courriers ordinaires. Elles étaient des messages, des ordres, des preuves d'un commerce clandestin qui se déroulait sous le vernis de l'entreprise. L'odeur de la cire, mêlée à celle du papier vieilli, devenait le parfum de l'omerta. Un jour, elle entendit une conversation étouffée dans un bureau qu'elle n'était pas censée nettoyer, entre un des hommes à l'aigle et un avocat du groupe. Des mots comme optimisation fiscale, paradis offshore et surtout patient invisible parvinrent à ses oreilles, des fragments entortés par le vent d'un climatiseur. Les patients invisibles, c'était une expression glaçante. Elle comprenait alors que la clinique La Lumière n'était pas seulement un lieu de soins, mais un rouage dans un mécanisme bien plus vaste, un écran de fumée pour des transactions douteuses, où des vies étaient peut-être monnayées, effacées, tout comme elles l'avaient été. L'air, habituellement lourd de désinfectant, lui semblait désormais vicié par ces mots, par cette vérité immonde qui se révélait. Eliane commença à noter mentalement les dates et les heures des arrivées des camionnettes noires, les noms des rares cadres qui semblaient impliqués.
Elle remarqua que ces livraisons coïncidaient souvent avec des maintenances urgentes dans l'aile secondaire, des moments où les caméras de surveillance des couloirs étaient prétendument désactivées. Le silence alors était pesant, un silence qui ne trompait qu'en apparence. Elle, la femme invisible, elle entendait le silence. Elle sentait l'électricité statique dans l'air, la tension des corps qui se mouvaient avec une discrétion forcée. Si vous avez perçu le détail qu'ils ont fait semblant de ne pas voir, parlez-moi dans les commentaires et écrivez « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là, maintenant. La machine de la croix n'était pas un monstre unique, mais une hydre à plusieurs têtes, chaque tentacule étouffant un peu plus la vérité. Ses enfants, son rêve de boulangerie, tout semblait si lointain face à cette réalité. Elle se sentait prise au piège dans une toile d'araignée invisible, mais elle refusait d'être la mouche. Elle refusait de se taire. Elle avait une idée, une intuition, quelque chose qui germait dans son esprit, fruit de toutes ces observations silencieuses. Une stratégie pour les invisibles. Elle ne savait pas encore comment, mais elle allait trouver la faille. L'odeur du pain chaud de son rêve se mêlait maintenant à celle du danger, un mélange étrange et puissant. Elle n'était plus seulement Eliane, la femme de ménage. Elle était Eliane, celle qui voit. Et ce qu'elle voyait, personne d'autre ne le voyait, ou ne voulait le voir. Mais le système, lui, la voyait-il? Chaque matin, la même routine de nettoyage devenait une mission de reconnaissance silencieuse. Ses yeux, d'une acuité insoupçonnée, scannaient les bureaux, les salles de réunion, les archives. Elle avait remarqué une chose étrange. Certains documents, toujours dans des enveloppes de papier craft scellées à la cire rouge, n'étaient jamais manipulés par les assistants habituels. Ils apparaissaient et disparaissaient des bureaux des cadres supérieurs, toujours portés à la main par les hommes du médaillon à l'aigle, ceux de la camionnette noire. Le bruit sec de la cire qui se brisait résonnait dans son imagination, un son de secret inviolable. Ces enveloppes n'étaient pas des courriers ordinaires. Elles étaient des messages, des ordres, des preuves d'un commerce clandestin qui se déroulait sous le vernis de l'entreprise. L'odeur de la cire, mêlée à celle du papier vieilli, devenait le parfum de l'omerta. Un jour, elle entendit une conversation étouffée dans un bureau qu'elle n'était pas censée nettoyer, entre un des hommes à l'aigle et un avocat du groupe. Des mots comme optimisation fiscale, paradis offshore et surtout patients invisibles parvinrent à ses oreilles, des fragments emportés par le vent d'un climatiseur. Les patients invisibles, c'était une expression glaçante. Elle comprenait alors que la clinique La Lumière n'était pas seulement un lieu de soins, mais un rouage dans un mécanisme bien plus vaste, un écran de fumée pour des transactions douteuses, où des vies étaient peut-être monnayées, effacées. Tout comme elle l'avait été. L'air, habituellement lourd de désinfectant, lui semblait désormais vicié par ces mots, par cette vérité immonde qui se révélait. Eliane commença à noter mentalement les dates et les heures des arrivées des camionnettes noires, les noms des rares cadres qui semblaient impliqués. Elle remarqua que ces livraisons coïncidaient souvent avec des maintenances urgentes dans l'aile secondaire, des moments où les caméras de surveillance des couloirs étaient prétendument désactivées. Le silence alors était pesant, un silence qui ne trompait qu'en apparence. Elle, la femme invisible, elle entendait le silence. Elle sentait l'électricité statique dans l'air, la tension des corps qui se mouvaient avec une discrétion forcée. Si vous avez perçu le détail qu'ils ont fait semblant de ne pas voir, parlez-moi dans les commentaires et écrivez « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là, maintenant. La machine Delacroix n'était pas un monstre unique, mais une hydre à plusieurs têtes, chaque tentacule étouffant un peu plus la vérité. Ses enfants, son rêve de boulangerie, tout semblait si lointain face à cette réalité. Elle se sentait prise au piège dans une toile d'araignée invisible, mais elle refusait d'être la mouche. Elle refusait de se taire. Elle avait une idée,
Une intuition, quelque chose qui germait dans son esprit, fruit de toutes ses observations silencieuses. Une stratégie pour les invisibles. Elle ne savait pas encore comment, mais elle allait trouver la faille. L'odeur du pain chaud de son rêve se mêlait maintenant à celle du danger. Un mélange étrange et puissant. Elle avait besoin de preuves tangibles. Pas seulement des observations, mais quelque chose qu'elle puisse tenir, montrer. Son plan se dessinait dans l'ombre des couloirs. Il fallait accéder à cette aile secondaire, à cette porte dérobée, là où les caméras étaient désactivées. Elle connaissait les horaires de ronde des vigiles, les angles morts de chaque recoin. Ses mains, habituées à manier chiffon et balai, devaient maintenant apprendre la précision d'un cambrioleur. C'était une danse dangereuse, un ballet où le moindre faux pas pouvait briser sa vie et celle de ses enfants. Elle serrait plus fort la petite figurine d'oiseau dans sa poche, le goût chaud contre sa peau, un rappel constant de sa ligne rouge infranchissable. Un soir, alors que l'immeuble se vidait, Eliane resta. Elle prétexta un nettoyage plus approfondi d'une salle de conférence. Le silence était différent, cette fois. Plus lourd, plus menaçant. Elle sentait chaque pas résonner dans les couloirs vides. Chaque souffle, même le sien, était amplifié. Son cœur battait la chamade, un tambour fou dans sa poitrine. Elle se dirigea vers l'aile secondaire, son sac de nettoyage sur l'épaule, comme une couverture. La porte était là, discrète, presque fondue dans le mur. Elle savait qu'elle était verrouillée, mais elle avait une astuce. Une vieille carte magnétique d'un employé licencié, trouvée par hasard dans une corbeille. Un vestige, lui aussi. Elle glissa la carte dans la fente. Un clic sec. La lumière verte s'alluma. Elle retint sa respiration. La porte s'ouvrit sur un couloir sombre. L'odeur d'humidité et de poussière y était plus forte, le parfum de l'oubli. Elle pénétra dans l'obscurité. Le silence était assourdissant. Mais au fond du couloir, une faible lumière filtrait sous une porte. Un bruit de conversation étouffé. Des voix. La sienne était la seule respiration dans ce silence de mort. Un bruit de pas derrière elle. Un éclairage soudain dans le couloir d'où elle venait. La porte se referma d'un coup. Elle était piégée. Ce n'était pas une simple coïncidence. La carte, le moment, tout était trop parfait. Il savait, il l'avait laissé entrer. Le système ne l'avait pas seulement vu, il l'avait senti, attiré comme un appât. Le froid glacial de Paris s'était infiltré partout, même dans ses os. Elle n'était plus l'invisible. Elle était la proie. Et si vous étiez là, dans ce couloir sombre, pris au piège par une vérité trop lourde à porter, que feriez-vous? La porte se referma d'un coup. Un claquement sec qui résonna dans le silence mortel du couloir s'élance au destin. Elle était piégée. Le cœur d'Eliane tambourinait si fort qu'elle craignait qu'il n'éclate. Un rythme frénétique qui étouffait le bruit des pas qui s'approchaient. La lumière blafarde sous la porte, au fond du couloir, s'éteignit brusquement. Une obscurité totale l'enveloppa, plus dense, plus lourde que la nuit elle-même. Elle sentait le parfum âcre de l'humidité et de la poussière se mêler à l'odeur métallique de la peur. Elle retint sa respiration, chaque muscle tendu, ses sens en alerte maximale. Les pas, lents et mesurés, résonnaient désormais plus distinctement. Deux hommes, leur voix, basse et indistincte, semblaient chercher quelque chose, quelqu'un. Elle comprit alors que la carte magnétique n'avait pas été une aubaine, mais un leurre. Il l'avait laissée entrer, la traquant comme un animal. Le système ne l'avait pas seulement vue, il l'avait sentie, attirée par le fil qu'elle croyait tirer. Dans l'obscurité, Eliane se jeta sur le côté, se cachant derrière une pile de cartons à moitié vide, le long du mur. Elle connaissait ce couloir, ses recoins, ses angles morts. C'était son territoire, même dans l'ombre. Elle se fit minuscule, une ombre parmi les ombres, respirant à peine, le corps tremblant, mais l'esprit vif. Elle entendit les grincements d'une porte, juste à côté d'elle. Une petite pièce de rangement, pleine de vieux équipements, qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant.
Le silence s'épaissit. Les pas s'arrêtèrent, juste devant sa cachette. Elle entendit un soupir, puis une voix grave, métallique, prononcer son nom. Eliane Dubois. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Il savait qui elle était. Son sang se glaça. Elle était démasquée. Mais alors qu'un des hommes s'apprêtait à éclairer sa cachette avec une lampe torche, un bruit sec, un choc lointain dans une autre partie de l'immeuble, attira leur attention. Un instant d'hésitation. Juste ce qu'il fallait. Eliane, avec la rapidité d'un félin, se faufila dans la pièce de rangement entr'ouverte. Elle se cacha derrière des bâches poussiéreuses, le cœur battant à tout rompre. Elle entendit les hommes s'éloigner, leurs pas se hâtant vers la source du bruit. Ils l'avaient manqué, de peu. Elle avait échappé à la capture, mais elle savait que cette micro-défaite avait un prix. Elle n'était plus l'invisible. Elle était la proie. Et si vous étiez là, dans ce couloir sombre, prise au piège par une vérité trop lourde à porter, que feriez-vous? Elle resta là, recroquevillée, le souffle court, des minutes qui parurent des heures. L'odeur de la poussière et du moisi emplissait ses poumons. Quand le silence revint, un silence total cette fois, elle sortit prudemment. Le couloir était vide. La porte de service était toujours fermée, mais elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus l'utiliser comme une simple employée. Elle avait besoin d'une nouvelle stratégie. La peur se transforma en une détermination glacée. Ce n'était plus une question de curiosité, mais de survie. De retour chez elle, l'aube se levait à peine, peignant le ciel parisien de teintes grises et mauves. Le froid mordant de l'extérieur n'était rien comparé à celui qui s'était installé en elle. Elle avait vu l'ennemi de près, entendu son nom prononcé par une voix métallique. Elle n'était plus une simple femme de ménage. Elle était une cible. Ses mains, qui la veille encore s'occupaient des tâches, se mirent à dessiner. Sur de vieux papiers de ses enfants, elle traça des plans du bâtiment, marquant les positions des caméras, les angles morts, les portes dérobées. Elle notait les horaires des rondes, les changements de quart, les moments de maintenance où les caméras étaient désactivées. Son esprit, habitué à mémoriser les moindres détails des tâches ménagères, se tournait désormais vers une cartographie de la subversion. Elle avait besoin d'un accès plus sûr, d'une voie d'entrée et de sortie qui ne surveillait pas. Elle se rappela les camionnettes noires, sans logo, qui se garaient dans la ruelle étroite de l'aile secondaire. Elle devait avoir un accès discret. Elle commença à observer les ruelles adjacentes à l'immeuble, cherchant des points faibles, des fenêtres oubliées, des conduits d'aération trop larges. Chaque détail comptait. L'autorité tactique glissait lentement, mais sûrement, de l'adulte puissant qui l'avait ignoré vers l'enfant stratégiste en elle, celle qui ne laissait rien au hasard. Son plan se dessinait, complexe et risqué. Il ne s'agissait plus seulement de glaner des informations, mais de s'introduire, de récupérer des preuves. Les enveloppes scellées à la cire rouge, les dossiers des patients invisibles, le médaillon à l'aigle. Il fallait des preuves tangibles, quelque chose qui ne puisse être nié. Elle se sentait minuscule face à cette machine, mais une étincelle s'allumait en elle. Une étincelle de colère, de justice. Et cette étincelle, elle le savait, était capable de consumer bien plus que de la poussière. Elle n'était plus seulement Eliane, la femme de ménage. Elle était Eliane, celle qui voit. Et ce qu'elle voyait, personne d'autre ne le voyait ou ne voulait le voir. Mais le système, lui, la voyait-il? Elle devait maintenant le forcer à la voir, à la reconnaître et à reconnaître la vérité qu'elle portait. Elle devait maintenant le forcer à la voir, à la reconnaître et à reconnaître la vérité qu'elle portait. Le plan d'Eliane ne se construisait pas sur la force, mais sur l'invisibilité, sur le silence et sur la patience. Elle avait compris que la porte dérobée était une ruse, un piège. Il fallait trouver une autre faille, une que même le magnat Delacroix, avec toute sa puissance, aurait oubliée. Elle se rappela les heures passées à nettoyer les sous-sols.
Les conduits d'aération, les lieux locaux techniques où personne ne s'aventurait. Là, dans l'humidité des entrailles de l'immeuble, se trouvait peut-être sa chance. Elle commença par se procurer un vieil agenda de poche, le genre que les ouvriers utilisent. Chaque soir, après sa journée de labeur, elle y notait les allées et venues des livreurs, les horaires des rondes de sécurité qui passaient, parfois, par les parkings souterrains. Elle dessinait des croquis rudimentaires des circuits de ventilation, des conduits d'évacuation d'eau qui dataient d'avant la rénovation. Elle se souvenait d'une trappe dissimulée derrière une pile de vieux filtres à air, dans un recoin oublié du 3e sous-sol. Une trappe qui menait, si ses souvenirs étaient exacts, à un ancien tunnel de service, utilisé autrefois pour les livraisons de charbon. Ses mains, rougies par la javel, se mirent à manipuler des outils qu'elle n'avait jamais touchés. Une petite lampe de poche, une pince coupante qu'elle avait trouvée dans la boîte à outils de son fils, un morceau de fil de fer. Elle s'entraînait à ouvrir et fermer des serrures simples, à se déplacer dans l'obscurité, à écouter le moindre craquement du bois, le frottement du métal. La figurine d'oiseau en bois, ses talismans, ne la quittait plus. Elle la serrait dans sa main, sentant la chaleur du bois contre sa paume, un rappel constant de ses enfants, de son rêve de boulangerie et de la ligne rouge qu'elle ne franchirait jamais pour les mettre en danger. Mais cette fois, le danger venait à eux, et elle devait le combattre. L'air de Paris, même dans les couloirs souterrains, portait une odeur particulière, un mélange d'humidité, de poussière et de l'essence des véhicules. Elle s'y habituait, l'utilisant comme un guide sensoriel. Chaque bruit lointain, chaque vibration du sol, tout était une information. Elle avait remarqué que les maintenances urgentes dans l'aile secondaire étaient devenues plus fréquentes et que les hommes aux médaillons de l'aigle étaient plus nombreux, leurs visages plus tendus. Le système la sentait, c'était certain. Il resserrait son étau. Un matin, alors qu'elle nettoyait les bureaux du service juridique, elle aperçut une nouvelle caméra, discrète, presque invisible, installée juste au-dessus de l'entrée de l'aile secondaire. Une caméra qui n'était pas là la veille. Ils avaient renforcé la surveillance. C'était une preuve supplémentaire qu'ils la cherchaient, qu'ils soupçonnaient une brèche. Le froid s'intensifiait. Pas celui de l'hiver parisien, mais celui de la traque. Son plan devait être parfait, sans la moindre erreur. Elle avait repéré le moment idéal, la nuit de la grande réception annuelle du groupe Delacroix. Tout le monde serait distrait. Les vigiles occupés à surveiller les entrées principales, les voitures de luxe, les personnalités. Les sous-sols seraient déserts, oubliés. C'était un risque fou, une folie que seule une mère acculée pouvait envisager. Mais si elle ne le faisait pas, qui le ferait? Qui parlerait pour les patients invisibles, pour ceux dont les vies étaient monnayées dans l'ombre? Si vous avez perçu ce détail, cette nouvelle caméra, ce signe d'une surveillance accrue, parlez-moi dans les commentaires et écrivez « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là, maintenant. Elle avait besoin d'un complice, quelqu'un qui puisse détourner l'attention, même pour quelques minutes. Elle pensa à Madame Dubois, la vieille gardienne de l'immeuble voisin, qui lui offrait parfois un café chaud. Une femme discrète, mais avec des yeux qui avaient tout vu. Elle ne lui dirait pas tout, juste assez pour qu'elle comprenne l'urgence, la nécessité d'une petite diversion, un faux problème d'alarme incendie par exemple, au moment crucial. Elle sentait le poids de cette décision, le vertige du précipice. Ses enfants, leur rire, leur visage endormi, étaient sa boussole. Elle ne pouvait pas reculer. Le plan de l'invisible était prêt. Elle allait s'enfoncer dans les entrailles de la bête. Là où les secrets étaient enterrés sous la poussière et l'oubli. Elle allait ramener la lumière. Mais le système, lui, était-il prêt pour la vérité qu'elle allait déterrer? Mais le système, lui, était-il prêt pour la vérité qu'elle allait déterrer? Le poids de cette question s'ancrait en Éliane, plus lourd que le seau d'eau qu'elle portait chaque matin. Ses nuits étaient hantées par des plans, des croquis mentaux des conduits, des heures passées à imaginer chaque pas, chaque obstacle. Le sommeil la fuyait, laissant derrière lui des cernes profonds,
que même le maquillage le plus épais ne parvenait pas à cacher. Ses enfants, avec leur acuité innocente, le remarquaient. Son fils, un matin, lui avait demandé pourquoi elle avait l'air si fatiguée, si lointaine. Ce fut un coup au cœur, un rappel brutal du prix qu'elle payait, de la ligne rouge qu'elle s'était jurée de ne jamais franchir. Le parfum du pain chaud de sa boulangerie rêvée se mêlait désormais à l'odeur du danger, une fragrance amère et entêtante. Elle sentait son corps se tendre, chaque muscle douloureux, non pas de l'effort physique habituel, mais de la tension constante, de la peur tapie au fond d'elle. Le froid de Paris s'était infiltré sous sa peau, un frisson permanent qui n'avait rien à voir avec la météo. La figurine d'oiseau en bois, qu'elle serrait dans sa poche, était devenue brûlante, presque vivante, un battement de cœur silencieux contre sa paume. Elle ne pouvait pas reculer, pas maintenant. Elle se rappela alors Madame Dubois, la vieille gardienne de l'immeuble d'à côté, une femme aux yeux vifs qui avait vu défiler des décennies de vie parisienne. De secrets chuchotés et d'histoires non dites. Éliane l'aborda un après-midi sous le prétexte d'un café partagé, un rare moment de répit dans sa course effrénée. Elle ne pouvait pas tout dire, mais elle pouvait suggérer, laisser des indices. Elle parla de l'injustice, des invisibles, de ces vies écrasées par l'indifférence des puissants. Madame Dubois l'écouta, un léger hochement de tête, une lueur de compréhension dans le regard. « Il y a des choses, ma petite, qu'il faut parfois éclairer, même si ça fait peur, » lui dit la vieille femme, sa voix rocailleuse, comme le vieux pavé. Éliane lui expliqua le besoin d'une petite diversion, d'une alarme incendie déclenchée par mégarde, juste au moment où l'attention serait ailleurs, le soir de la grande réception. Un petit acte pour une grande vérité. Madame Dubois la regarda longuement, puis un sourire fugace apparut sur ses lèvres. « Ne vous inquiétez pas, Éliane. Certaines vieilles dames ont aussi leurs secrets et leurs horloges. » Le jour de la réception arriva, drapé dans un crépuscule parisien d'une beauté trompeuse. Les lumières scintillantes de la tour de la Croix perçaient l'obscurité, attirant les limousines et les invités parés de leurs plus beaux atours. Le champagne coulait à flots. Les rires et les conversations s'élevaient, un murmure doré qui masquait la pourriture sous les marbres. Éliane, elle, était une ombre parmi les ombres, son sac de nettoyage sur l'épaule, son cœur battant la chamade. Elle avait passé la journée à inspecter les moindres recoins, à mémoriser les dernières positions des nouvelles caméras, les angles morts qu'elle devait exploiter. Le plan était en place. Elle avait marqué l'agenda avec l'heure précise de la diversion. Elle visualisait le tunnel, l'odeur d'humidité, le silence assourdissant, la trappe dissimulée, les vieux filtres à air. Ses mains, habituées à la douceur des chiffons, étaient devenues fermes, précises. Chaque détail comptait. Elle devait être rapide, invisible, laisser le moins de traces possible. Elle savait que le système, cet hydre aux 1000 yeux, la guettait. Chaque souffle, chaque pas devait être calculé. Le moment venu, elle descendit vers les sous-sols, le silence s'épaississant à chaque étage franchi. Le bruit des festivités s'estompait, remplacé par le bourdonnement lointain de la ventilation et le claquement de ses propres pas. L'air y était plus froid, plus lourd, saturé de l'odeur métallique des tuyaux et de la poussière ancienne. Elle sentait l'électricité statique dans l'air, la tension de l'inconnu. Elle arriva devant la trappe, un simple loquet, rouillé, mais qu'elle avait déjà repéré. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle s'apprêtait à l'ouvrir. Et si la seule façon de sauver ce que vous aimez était de vous perdre vous-même? Elle entendit un déclic lointain, un son aigu qui résonna dans le silence des sous-sols. L'alarme. Madame Dubois avait tenu parole. C'était le signal. Le temps était compté. Elle tira le loquet, le métal grinça, puis la trappe s'ouvrit sur l'obscurité. L'odeur de la terre humide et de la pierre ancienne lui monta aux narines, le parfum de l'oubli. Elle s'engouffra dans le tunnel, sa petite lampe de poche coupant un maigre cercle de lumière dans les ténèbres. Elle était seule.
au cœur de la bête. Mais le système, lui, avait-il vraiment oublié ses propres entrailles? Le froid humide du tunnel l'enveloppa, un souffle glacial qui remontait des profondeurs de la terre. Le son aigu de l'alarme, si puissant à l'extérieur, n'était ici qu'un écho lointain, presque irréel, se mêlant au goutte à goutte régulier de l'eau sur la pierre. Sa petite lampe de poche traçait un cercle tremblant sur les parois de terre battue et de vieilles briques moussues. L'odeur. Elle était là, cette odeur de moisi, de rouille et d'oubli. Le parfum même des secrets que l'on veut enterrer. Eliane avançait prudemment, ses pieds glissant sur la boue et les gravats, ses mains effleurant les murs froids et rugueux. Elle sentait le cœur de l'immeuble battre au-dessus d'elle, un pouls lointain et indifférent. Ce tunnel, qu'elle avait découvert par hasard des années auparavant lors d'une inspection des conduits d'aération, était une relique, une artère oubliée du vieux Paris. Il était censé être muré, inaccessible. Mais Eliane, l'invisible, avait une mémoire d'éléphant pour les détails que les autres ignoraient. Elle se souvenait d'une section, plus loin, où le tunnel se ramifiait vers d'anciennes caves de stockage. Des caves que personne n'utilisait plus, remplies de vieilles archives, de meubles cassés, de tout ce que le groupe de la Croix jugeait indigne de la lumière. C'était là, elle en était certaine, que le système cachait ses vérités les plus sombres. Le silence était oppressant, brisé seulement par le sifflement de sa propre respiration et le bruit lointain des sirènes qui se mettaient en route au-dessus. La diversion de Madame Dubois fonctionnait. L'air se faisait plus lourd, plus saturé d'une odeur métallique. Eliane s'arrêta. Elle tendit l'oreille. Un bourdonnement, faible au début, puis plus distinct. Un générateur, un système de ventilation plus puissant. Elle se rappela les maintenances urgentes, les camions noirs sans logo. Ils n'étaient pas là pour des conduits d'aération. Ils étaient là pour quelque chose d'autre, quelque chose qui nécessitait un accès discret. Elle continua, son instinct la guidant dans l'obscurité. Le tunnel s'élargissait, les parois de terre cédant la place à du béton armé, plus récent, plus sinistre. La lumière de sa lampe révéla une lourde porte en acier, dissimulée derrière une pile de vieux barils rouillés. Pas de poignée, pas de serrure visible. Juste un clavier numérique, usé, à côté. Elle se rappela une conversation entendue par hasard, un code chuchoté par un homme au médaillon de l'aigle. Un soir où il croyait Eliane partie. Une suite de chiffres qu'il avait répétés avec agacement. Elle avait tout noté dans son vieil agenda, un vestige discret, presque ridicule, maintenant une clé inestimable. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle composait le code. Chaque chiffre était un battement de cœur. Le silence était total, l'attente insoutenable. Puis un clic lourd, assourdi, résonna dans le béton. La porte s'entr'ouvrit, révélant une obscurité encore plus profonde, imprégnée d'une odeur de papier ancien et de produits chimiques. Elle était dans le ventre de la bête. Elle pénétra dans la pièce. C'était une salle d'archives, immense, labyrinthique, remplie d'étagères métalliques qui montaient jusqu'au plafond, croulant sous le poids de boîtes anonymes. L'air était froid, sec, malgré l'humidité du tunnel. Des centaines, des milliers de dossiers. C'était un trésor macabre. Elle chercha les enveloppes scellées à la cire rouge, les dossiers des patients invisibles. Elle se souvenait de la forme du médaillon à l'aigle, ce même aigle qu'elle avait vu gravé sur la cire. Elle se déplaçait comme un fantôme, sa lampe balayant les étiquettes, cherchant les mots-clés, les dates, les symboles. Ses yeux, habitués à repérer la moindre poussière, la moindre trace, analysaient chaque détail. Elle trouva une section marquée « Projets spéciaux, classification, état ». Les boîtes étaient différentes, plus récentes, scellées. Elle ouvrit la première. À l'intérieur, des centaines d'enveloppes à la cire rouge, chacune ornée de l'aigle stylisé. Les noms, les dates, les montants. Des vies brisées, des existences effacées. Le système avait une comptabilité précise de ses proies. Elle prit une poignée d'enveloppes, les glissant dans le sac de nettoyage qu'elle avait préparé.
un sac à double fond qu'elle utilisait pour ses affaires personnelles. Ses mains, autrefois usées par le récurage, étaient maintenant celles d'une voleuse de secrets. Mais alors qu'elle allait se retourner, un grincement métallique lointain attira son attention. Un bruit de porte qui s'ouvrait dans une autre partie de cet immense bunker. Le système, même dans ses entrailles oubliées, n'était jamais totalement endormi. Elle n'était plus seule. La proie était maintenant au cœur du piège. Et si vous déteniez la vérité, mais que le monde entier refusait de la voir, que feriez-vous? Le grincement métallique se rapprochait, lourd, implacable, déchirant le silence de mort des archives. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un simple réglage du bâtiment. C'était la porte d'acier, la même qu'elle avait forcée, qui s'ouvrait de nouveau. Le cœur d'Eliane tambourinait dans sa poitrine, un rythme désordonné et violent qui résonnait dans ses oreilles. Elle serra les enveloppes contre elle, le sac de nettoyage devenu un bouclier fragile. Une ombre vacilla au fond de la pièce, puis une lumière plus puissante que la sienne balaya les étagères. Elle avait été repérée. Ou du moins, son intrusion avait été détectée. Elle se jeta derrière une pile de boîtes poussiéreuses, son corps raidi par la peur. L'air déjà froid devint glacial. L'odeur de papier ancien se mêlait maintenant à une pointe métallique, celle de l'ozone d'un équipement de surveillance, ou peut-être celle de la tension qui émanait de l'intrus. Des pas lourds résonnèrent sur le béton, méthodiques, cherchants. Chaque résonance était un coup de marteau sur son âme. Elle entendit des voix, graves, chuchotées, inaudibles. Ils étaient plusieurs. Le système avait des yeux, des oreilles et des mains. Elle resta immobile, retenant son souffle, sentant la poussière irriter ses narines. La figurine d'oiseau dans sa poche, son unique réconfort, était brûlante contre sa paume. Elle ferma les yeux un instant, ses enfants apparaissant dans son esprit, leurs visages rieurs, leur insouciance. C'était pour eux qu'elle était là, pour que leur avenir ne soit pas monnayé, broyé par l'indifférence. Cette pensée lui donna une force nouvelle, une clarté glaciale. Elle n'était plus une proie, elle était une ombre, une partie de ce silence qu'il cherchait à briser. Les faisceaux des lampes de poche balayaient les rangées, s'approchant dangereusement. Elle entendit le frottement des bottes sur le sol, le bruit d'un communicateur qui grésillait. « Rien ici », murmura une voix. « Continuez à chercher. » La porte était ouverte. Quelqu'un est entré. Leurs voix étaient des lames, coupant l'obscurité. Eliane se rappela les conduits d'aération, les passages qu'elle avait mémorisés, les failles de cette forteresse. Elle devait atteindre l'un d'eux, se glisser dans les entrailles de l'immeuble comme un serpent, disparaître. Elle se déplaça, furtive, silencieuse, un fantôme parmi les dossiers. Chaque mouvement était calculé, chaque pas sur la pointe des pieds, une chorégraphie du désespoir. Elle longeait les étagères, utilisant leur ombre comme un voile. L'odeur métallique s'intensifiait, le signe qu'ils étaient proches. Elle sentait leur présence, la chaleur de leur corps, le poids de leur autorité. Le bourdonnement des sirènes au-dessus s'était estompé, remplacé par un silence lourd, angoissant, qui rendait chaque petit bruit assourdissant. Elle repéra une petite porte de service dissimulée derrière une armoire de stockage. Une porte qu'elle avait vue des centaines de fois, l'accès à un ancien monte-charge de documents condamné depuis des années. Personne n'y prêterait attention. C'était sa chance. Elle s'y dirigea, le cœur battant à tout rompre, le sac rempli de vérité contre elle. Elle entendit un des gardes s'arrêter, juste de l'autre côté de l'étagère, derrière laquelle elle était. Une respiration profonde, un soupir de frustration. Elle sentait son regard balayer la zone, presque sur elle. Le silence devint son allié le plus puissant. Elle ne respirait presque plus, son corps tendu comme une corde de violon. Le garde s'éloigna, ses pas s'estompant. C'était le moment. Elle ouvrit la petite porte, le métal grinça à peine. L'obscurité derrière était totale. Une promesse de liberté ou de chute.
Elle s'y engouffra, refermant la porte derrière elle avec une infinie précaution. Elle était dans le conduit vertical du monte-charge, un puits noir et étroit. L'odeur y était différente, plus ancienne encore, un mélange de rouille et de poussière compacte. Elle commença à descendre, les mains agrippées au rebord métallique, ses pieds cherchant des appuis sur les rares traverses. Chaque glissement était une menace, chaque bruit une trahison. Elle entendit des appels lointains, des voix qui se rapprochaient de la salle des archives. Ils avaient compris. La trappe du tunnel, le code. Ils avaient dû vérifier les registres. Le temps était contre elle. Elle atteignit finalement une petite ouverture, à peine visible dans l'obscurité, menant à un sous-sol technique qu'elle connaissait bien. Un dédale de tuyaux, de câbles, de machines vrombissantes. L'air y était chaud, étouffant. Elle se glissa dehors, le corps endolori, les muscles tremblants. La figurine d'oiseau glissa de sa poche, mais elle la rattrapa juste à temps, la serrant plus fort que jamais. Elle n'était pas encore en sécurité. Elle était au cœur du labyrinthe, et le Minotaure la cherchait. Le bruissement lointain des ventilateurs industriels masquait ses pas, mais elle savait que le moindre faux mouvement, le moindre bruit inattendu pouvait la trahir. Elle devait sortir de l'immeuble, disparaître dans les rues de Paris, se fondre dans la nuit. Elle avait les preuves, mais le chemin vers la lumière était encore long, et le système n'avait pas dit son dernier mot. Si cette vérité brûlante vous serre la gorge, imaginez le poids de la porter seule. Que feriez-vous pour la faire éclater? L'air était épais, saturé de l'âcre odeur d'huile chaude et d'ozone. Le vrombissement assourdissant des ventilateurs industriels, un compagnon brutal et constant, tentait d'engloutir les bruits de pas d'Eliane. Elle se frayait un chemin à travers un dédale de tuyaux suitants et de câbles épais comme des serpents endormis. Chaque pas était incertain, chaque appui sur une passerelle rouillée, une prière silencieuse. Elle sentait la chaleur des moteurs sur sa peau, une chaleur étouffante qui contrastait avec le froid de la peur qui lui glaçait les entrailles. Les enveloppes dans son sac pesaient lourd, non seulement par leur volume, mais par le poids des vies qu'elles contenaient, des destins brisés, des voix étouffées. Au-dessus d'elle, les voix résonnaient, plus claires maintenant, des ordres aboyés, le bruit sourd de portes qui claquaient. Il la cherchait, méthodiquement. Étage par étage, le système s'éveillait, ses rouages grinçaient de fureur, son souffle métallique se rapprochait. Elle devait trouver une sortie, un passage vers le monde extérieur, avant d'être engloutie par ses entrailles de métal et de béton. Elle se rappela les plans d'évacuation d'urgence, affichés dans les couloirs pour le personnel, des détails qu'elle avait mémorisés sans le savoir, par simple habitude. Il y avait une porte de service, rarement utilisée, donnant sur une ruelle étroite, à l'arrière du bâtiment. Un point aveugle que même l'hydre aux 1000 yeux avait négligé. Elle longeait un mur de tuyaux, le dos courbé, le regard scrutant chaque recoin, chaque ombre. Une odeur âcre de produits de nettoyage, étrangement familière, lui picota les narines. C'était la sienne. Elle avait laissé des traces, des indices de son passage. Une goutte de javel sur le sol, une empreinte de pas sur la poussière, un chiffon oublié. Elle était l'invisible. Mais cette nuit, son invisibilité était devenue sa plus grande faiblesse. Une cape qui, paradoxalement, la trahissait. Soudain, un bruit de pas. Lourd, proche. Elle se figea derrière un gigantesque compresseur. Le cœur tambourinant dans sa poitrine, un rythme désordonné et violent. Le bruit s'intensifia, accompagné d'un cliquetis métallique, celui d'une radio. Une voix rauque, celle de l'homme au médaillon de l'aigle, résonna. Vérifiez tous les niveaux techniques. Elle ne peut pas être loin. Elle a dû utiliser l'ancien monte-charge. Sa voix était pleine d'une rage froide, d'une certitude glaçante. Il savait, il avait compris, il était sur ses talons. Eliane respira à peine, le visage pressé contre le métal froid du compresseur.
Elle sentait l'odeur de sueur et de tabac de l'homme passé tout près. Il était là, juste de l'autre côté. Une main gantée effleura le bord du compresseur, s'attardant un instant, une éternité. Le temps s'étira insoutenable. Puis les pas s'éloignèrent, la voix s'estompa, mais la tension resta, palpable, comme une corde vibrante, prête à rompre. Elle attendit, tremblante, jusqu'à ce que le silence relatif des machines reprenne ses droits. Un bourdonnement sourd qui masquait à peine le battement de son propre cœur. Elle émergea de sa cachette, le corps endolori, les muscles en feu. Elle n'avait plus le temps de se perdre. Elle visualisa la ruelle, l'enseigne néon clignotante du bar d'en face, le conteneur à poubelle. Des détails anodins qui, dans la nuit, devenaient des balises, des promesses de liberté. Elle atteignit la porte de service, une lourde plaque d'acier barrée d'un panneau, défense d'entrée, accès restreint. Elle sortit la clé universelle qu'elle avait toujours sur elle, une astuce de femme de ménage pour les placards de rangement, un vestige discret de son ancienne vie. Le mécanisme était rouillé, mais céda avec un cliquetis discret. L'air frais de Paris l'accueillit, un mélange d'humidité nocturne, de gaz d'échappement et de l'odeur lointaine des boulangeries qui commençaient à s'éveiller. Elle était dehors, enfin. La ruelle était sombre, éclairée seulement par les réverbères lointains et le néon fatigué du bar. Elle respira à plein poumon, l'odeur de liberté, amère et douce à la fois. Mais la rue n'était pas vide. Une voiture noire, sans plaque, était garée un peu plus loin, les phares éteints. Une silhouette assise au volant, patiente, vigilante. Le système avait des tentacules, même dans les ruelles les plus sombres, même dans le silence de l'aube. Elle se fondit dans les ombres, longeant les murs, le sac serré contre elle, son totem d'oiseau brûlant dans sa poche. Elle devait atteindre Madame Dubois, la seule personne en qui elle pouvait avoir une confiance absolue. La vieille gardienne, avec ses yeux vifs et sa connaissance des secrets de Paris, était son dernier recours. Elle devait lui remettre les enveloppes, les mettre en lieu sûr avant que le système ne les efface, ne les réduise en poussière comme tant de vies. Le chemin était court, mais chaque mètre était une éternité, chaque ombre une menace. Le froid de l'aube parisienne mordait sa peau, mais Eliane ne le sentait plus. Son corps était une machine, propulsée par l'adrénaline et la détermination. Elle traversa des rues désertes, ses pas rapides et silencieux sur les pavés humides, les reflets des réverbères dans les flaques d'eau, des yeux qui la regardaient sans la voir. L'odeur de la ville, un mélange de café, de pluie et de vieilles pierres, était un rappel brutal de ce qu'elle luttait pour préserver, pour ses enfants, pour tous les invisibles. Elle arriva enfin devant l'immeuble de Madame Dubois. Les lumières étaient encore éteintes, la ville dormait d'un sommeil lourd et indifférent. Elle frappa doucement à la porte, un code discret, 3 coups légers, puis 2, le signal qu'elles avaient convenu. Une attente interminable. Puis, un grincement de Judas et l'œil perçant de la vieille femme apparut, vif comme celui d'un oiseau nocturne. Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres d'Eliane, un souffle libérateur. « Vous avez réussi, ma petite », murmura Madame Dubois, sa voix rocailleuse, une mélodie rassurante dans le silence de l'aube. La porte s'ouvrit, l'invitant à entrer dans la chaleur douillette de l'appartement. Eliane s'effondra sur une chaise, le sac posé sur ses genoux, les mains tremblantes. Elle l'ouvrit et en sortit les enveloppes. La cire rouge, l'aigle stylisé. L'épreuve. « C'est ça », dit-elle d'une voix rauque, à peine audible. « Tout est là. Les vies qu'ils ont volées, les silences qu'ils ont achetés. » Madame Dubois prit une enveloppe, la tourna dans ses doigts noueux. Son regard s'assombrit, une lueur de tristesse et de colère s'y mêlant. Ces gens. Ils pensent pouvoir tout effacer. Mais une vérité, c'est comme une mauvaise herbe, Eliane. Plus on essaye de l'enterrer, plus elle pousse, plus elle devient forte. La vieille femme avait un réseau, des contacts discrets, des journalistes intègres qui n'avaient pas peur de secouer les fondations, des voix qui n'avaient pas encore été achetées. Elle avait déjà préparé le terrain, semé des graines dans l'ombre en attendant la bonne heure.
Le téléphone sonna, un son discret, presque inaudible, coupant le silence comme une lame. Madame Dubois décrocha. Son visage se durcit, ses yeux s'écarquillèrent. C'est l'heure. Ils ont eu vent de quelque chose. Ils sont partout. Elle regarda Eliane, une lueur de défi dans les yeux, un feu ancien qui ne s'était jamais éteint. Maintenant, il faut que le monde entier voie ça. Eliane sentit une force nouvelle l'envahir, une énergie pure et implacable. Elle n'était plus seule. La vérité, elle, ne craignait pas la lumière. Mais cette lumière, où allait-elle frapper en premier? Et qui, parmi les puissants, allait être le premier à tomber? Le silence de l'appartement de Madame Dubois fut brisé non par un son, mais par l'onde de choc d'une vérité. Documents, photos des enveloppes scellées, témoignages anonymes, tout inondait les écrans, les unes des journaux, les flux des réseaux sociaux. La vérité, si longtemps étouffée, jaillissait comme une crue. Paris se réveillait avec l'odeur du scandale. Les noms, les dates, les montants des patients invisibles s'affichaient en gras. Des vies réduites à des chiffres. Le choc fut immédiat, brutal. La stupeur laissa place à l'indignation, puis à une colère sourde qui grondait partout où le groupe de la Croix avait tissé sa toile. Les premières heures furent un maelstrom. Les actions du groupe de la Croix dégringolaient en bourse. Chaque point perdu, un écho de la confiance ébranlée. Les chaînes d'information ne parlaient que de ça. Madame Dubois, la vieille dame à l'œil perçant, apparut devant les journalistes, son visage ridé empreint d'une dignité farouche. Elle ne nommait personne, mais ses mots, courts et précis, perçaient le mur du silence. Elle parlait des ombres qui volent la lumière, des voix qui refusent d'être réduites au silence. Ces paroles donnaient corps à la vérité que les enveloppes révélaient. Si ce retournement de situation vous a fait frissonner, prouvez que vous n'êtes pas seul. Laissez votre pouce bleu maintenant et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Armand Delacroix, le magnat intouchable, tenta d'abord de minimiser, de discréditer. Ses porte-paroles parlaient de campagne de diffamation. Mais les preuves étaient irréfutables. Les images des enveloppes, la cire rouge avec l'aigle stylisé, tout convergeait. Le système, si parfait dans son opacité, montrait ses premières fissures. Des employés du groupe Delacroix, jusque-là terrifiés, commencèrent à parler, d'abord anonymement, puis à visage découvert. Des histoires de pression, de menaces, de vies brisées s'ajoutaient au dossier. Eliane, elle, restait dans l'ombre, une décision stratégique. Sa force n'était pas dans l'exposition publique, mais dans la pureté de sa quête. Elle était le catalyseur silencieux, l'œil qui avait vu, la main qui avait agi. Son absence du feu des projecteurs ne diminuait en rien son impact. Au contraire, elle devenait un symbole, la femme invisible qui avait osé défier les géants. L'autorité morale, autrefois confisquée par les puissants, basculait irrémédiablement. Elle était maintenant entre les mains de ceux qui, comme Eliane, refusaient de se taire. Les conséquences se succédaient avec une rapidité vertigineuse. Des enquêtes judiciaires s'ouvraient, des perquisitions étaient menées. Des dénitions, pour raisons personnelles, commençaient à tomber, des têtes pensantes de l'Empire. L'homme au médaillon de l'aigle fut identifié. Son nom, sa fonction, ses liens révélés. Il n'était plus une ombre anonyme, mais un visage, une part visible de la machine. La justice, lente et souvent aveugle, commençait à se frayer un chemin. Le silence des puissants, si longtemps une arme, était maintenant leur plus grand fardeau. Ils ne pouvaient plus se cacher. Le public, réveillé, exigeait la transparence, la responsabilité. Et Eliane, de son abri discret, observait. Ses mains, autrefois usées par le récurage, avaient déterré une vérité qui secouait les fondations de Paris. L'odeur du javel avait laissé place à celle âcre et puissante de la justice en marche. Le rêve de sa boulangerie prenait une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus seulement d'un refuge personnel, mais d'un symbole d'espoir, d'une promesse. Mais ce n'était pas encore la fin.
La chute d'un empire laisse toujours des cicatrices, et le combat pour le véritable héritage ne faisait que commencer. Le groupe de la Croix, autrefois symbole de puissance inébranlable, vacillait. Les titres de presse, hier dithyrambiques, étaient des réquisitoires cinglants. L'homme au médaillon de l'aigle, dont Éliane avait noté le code, fut inculpé, son visage exposé, celui d'un homme brisé par la honte publique. Des filiales entières furent sous-scellées, des comptes gelés. Les murs de verre des bureaux reflétaient une image fragmentée. Les employés, libérés par la brèche qu'Éliane avait ouverte, témoignaient. La machine s'enrayait. Ses engrenages grinçaient, puis s'arrêtaient un à un. Madame Dubois, après son apparition éclatante, se retira discrètement. Son rôle d'éclaireuse était terminé. Elle avait allumé la mèche, mais la vérité elle-même, portée par les mains d'Éliane, devait consumer l'obscurité. Dans le petit appartement, la vieille femme posa une main rassurante sur l'épaule d'Éliane. « Le plus dur est fait, ma petite. La lumière est là. Maintenant, c'est à vous de la garder allumée. » Son regard, plein de sagesse, transférait non pas un fardeau, mais une mission. L'autorité de la parole publique passait de l'expérience à l'authenticité silencieuse d'Éliane. Éliane, elle, n'avait pas cherché la gloire. Son silence était sa force, sa discrétion, son bouclier. Mais la ville, même sans la voir, sentait sa présence. Les journaux parlaient de la femme de ménage anonyme, de l'héroïne de l'ombre. Son histoire, celle d'une mère luttant pour ses enfants, résonnait dans chaque foyer. Le dilemme moral qu'elle avait incarné était sur toutes les lèvres, un écho puissant de l'injustice que tant d'invisibles subissaient. Les visages des enfants malades, renvoyés des cliniques du groupe de la Croix, apparaissaient dans les reportages. Des histoires poignantes qui donnaient chair et sang aux dossiers scellés. Le totem de l'aigle, symbole de puissance, était désormais associé à la cruauté. La catharsis publique n'était pas un simple jugement, mais une réaffirmation collective des valeurs humaines. La place publique, virtuelle ou réelle, était devenue le théâtre d'une révolution silencieuse. Armand Delacroix, acculé, finit par comparaître. Son image, autrefois impeccable, était celle d'un homme vieilli, usé par le scandale. Le système qu'il avait bâti s'effondrait sous le poids de ses propres mensonges. Les vestiges, les conduits d'aération, les dossiers cachés, tout ce qu'Éliane avait vu et mémorisé, devenait le socle d'une nouvelle vérité. Le rêve de la boulangerie, autrefois un refuge intime, prenait une dimension collective. Il ne s'agissait plus seulement d'un pain chaud pour ses enfants, mais d'une promesse de dignité pour tous, d'un lieu où personne ne serait invisible. La chute du groupe de la Croix laissait un vide, mais aussi une opportunité, un terrain fertile pour reconstruire. Et si vous avez senti le souffle de cette chute, si cette histoire a touché votre âme, alors vous savez que certains combats ne finissent jamais vraiment. Le groupe de la Croix, autrefois symbole de puissance inébranlable, vacillait. Les titres de presse, hier dithyrambiques, étaient des réquisitoires cinglants. L'homme au médaillon de l'aigle, dont Éliane avait noté le code, fut inculpé, son visage exposé, celui d'un homme brisé par la honte publique. Des filiales entières furent sous-scellées, des comptes gelés. Les murs de verre des bureaux reflétaient une image fragmentée. Les employés, libérés par la brèche qu'Éliane avait ouverte, témoignaient. La machine s'enrayait. Ses engrenages grinçaient, puis s'arrêtaient un à un. Madame Dubois, après son apparition éclatante, se retira discrètement. Son rôle d'éclaireuse était terminé. Elle avait allumé la mèche, mais la vérité elle-même, portée par les mains d'Éliane, devait consumer l'obscurité. Dans le petit appartement, la vieille femme posa une main rassurante sur l'épaule d'Éliane. « Le plus dur est fait, ma petite. La lumière est là. Maintenant, c'est à vous de la garder allumée. » Son regard, plein de sagesse, transférait non pas un fardeau, mais une mission. L'autorité de la parole publique passait de l'expérience à l'authenticité silencieuse d'Éliane. Éliane, elle, n'avait pas cherché la gloire. Son silence était sa force, sa discrétion, son bouclier.
Mais la ville, même sans la voir, sentait sa présence. Les journaux parlaient de la femme de ménage anonyme, de l'héroïne de l'ombre. Son histoire, celle d'une mère luttant pour ses enfants, résonnait dans chaque foyer. Le dilemme moral qu'elle avait incarné était sur toutes les lèvres. Un écho puissant de l'injustice que tant d'invisibles subissaient. Les visages des enfants malades, renvoyés des cliniques du groupe Delacroix, apparaissaient dans les reportages. Des histoires poignantes qui donnaient chair et sang aux dossiers scellés. Le totem de l'aigle, symbole de puissance, était désormais associé à la cruauté. La catharse publique n'était pas un simple jugement, mais une réaffirmation collective des valeurs humaines. La place publique, virtuelle ou réelle, était devenue le théâtre d'une révolution silencieuse. Armand Delacroix, acculé, finit par comparaître. Son image, autrefois impeccable, était celle d'un homme vieilli, usé par le scandale. Le système qu'il avait bâti s'effondrait sous le poids de ses propres mensonges. Les vestiges, les conduits d'aération, les dossiers cachés, tout ce qu'Eliane avait vu et mémorisé devenait le socle d'une nouvelle vérité. Le rêve de la boulangerie, autrefois un refuge intime, prenait une dimension collective. Il ne s'agissait plus seulement d'un pain chaud pour ses enfants, mais d'une promesse de dignité pour tous, d'un lieu où personne ne serait invisible. La chute du groupe Delacroix laissait un vide, mais aussi une opportunité, un terrain fertile pour reconstruire. Et si vous avez senti le souffle de cette chute, si cette histoire a touché votre âme, alors vous savez que certains combats ne finissent jamais vraiment. Le vide laissé par la chute de l'Empire Delacroix, Eliane ne l'a pas simplement comblé, elle l'a transformé. Le rêve d'une petite boulangerie, jadis un refuge personnel, a fleuri en quelque chose de bien plus grand. Non seulement pour ses enfants, mais pour tous les invisibles de Paris. Dans un coin tranquille de la banlieue, un nouvel arôme a commencé à flotter dans les rues, le parfum réconfortant du pain frais, des brioches dorées. C'était La Lumière, une boulangerie communautaire et un centre d'apprentissage, financé par les biens saisis de l'Empire déchu. Un lieu où les enfants, comme les siens, pouvaient apprendre, jouer et manger sans craindre d'être refoulés. Le vieux médaillon à l'aigle, autrefois symbole de pouvoir froid, n'était plus qu'une relique ternie, un avertissement. Mais la petite figurine d'oiseau, serrée dans la main d'Eliane à travers toute la peur, elle avait pris son envol. Elle représentait l'espoir fragile, la résilience de ceux qui osent chuchoter la vérité face au rugissement des mensonges. Eliane, n'étant plus la femme de ménage invisible, est devenue une architecte silencieuse du changement. Ses mains, autrefois usées par les produits chimiques, pétrissaient maintenant la pâte, malaxant non seulement la farine et l'eau, mais aussi l'espoir et la dignité dans chaque miche. Ses enfants, les yeux brillants et pleins de vie, couraient dans la boulangerie, leur rire résonnant, une mélodie bien plus douce que n'importe quel silence que les puissants pouvaient imposer. Ils étaient l'héritage vivant, la preuve qu'un simple acte de courage, né de l'amour d'une mère, pouvait ébranler un système entier. La question demeure. Combien de silences attendent encore d'être brisés? Combien de lumières d'être allumées? Ici, aucun final n'est la fin. Reste dans notre famille. Suis, récite, y touche l'âme. Active la cloche et commente le mot « Legado ». Je lirai ton nom là.